Donc la physique actuelle, elle nous enferme dans des univers qui sont figés, qui sont disjoints, donc s'ils sont parallèles, comme l'a expliqué Philippe. Mais la nouvelle physique qui intègre l'information, en fait, elle nous amène sur un univers qui est dit flexible. Alors comment est-ce qu'il est flexible? Comment rendre l'univers flexible? C'est la question qui lance la deuxième partie. Ça va le son? Bon. Vous m'entendez un peu moins bien? Comme ça. Alors voilà, en fait, les informations qu'on introduit dans le présent, la question est est-ce que les informations qu'on introduit dans le présent et qui proviennent du vide quantique, qui sont infiniment petites, peuvent bouger la réalité, peuvent changer les choses au niveau macroscopique? La réponse est oui. Je ne vous ai pas ennuyé là-dessus. C'est quelque chose qui ressort de mes travaux sur le billard, mais on va simplifier les choses. Il est connu, vous connaissez l'effet papillon, et vous savez tous que quelque chose d'infiniment petit peut finir de proche en proche par avoir une action sur l'infiniment grand. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin. C'est pas seulement valable pour les phénomènes chaotiques, c'est valable pour tous les systèmes pour lesquels on a de multiples interactions, c'est-à-dire tous les systèmes complexes, c'est-à-dire finalement tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant, par définition, c'est des interactions multiples, cellulaires, etc. Et donc, on n'a pas de problème pour retransmettre une information au départ infiniment petite à l'échelle macroscopique, et c'est ça qui génère le vivant. Et quelle est la conséquence? Et on vient de constater que donc ça vient de la conscience. Et donc, quel est le résultat? Le résultat est que notre univers, dans son ensemble, est capable d'évoluer de façon macroscopique par la conscience, mais de façon atemporelle. C'est-à-dire qu'à tout moment, toutes les trajectoires de tous les objets dans les univers ont un futur parfaitement défini. Et si rien ne change, nous retombons dans le déterminisme. Le mieux, c'est de le considérer. Les physiciens ont l'habitude d'utiliser la parabole du cylindre pour nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un espace-temps. Un espace-temps, c'est 3 dimensions d'espace plus une dimension de temps. On réduit 3 dimensions d'espace à 2 dimensions. On symbolise l'espace par un disque. Et on utilise la 3e dimension comme la dimension de temps. Et on obtient un cylindre qui symbolise l'espace-temps. Et ce cylindre, il démarre en cône. Et ce cône, c'est le Big Bang avec l'inflation correspondant à l'expansion de l'univers. Et ainsi, l'univers finit par ressembler par un immense tuyau qui démarre en cône, un peu comme une sorte de serpent. Eh bien, le serpent univers bouge grâce à la conscience. Et il ne bouge pas dans le temps ordinaire qui est un temps illusoire, parce que ce temps, il ne sert pas à faire bouger les choses maintenant, il sert à faire bouger les choses dans le futur. C'est-à-dire que notre conscience, nos états de conscience sont capables de changer le futur. Et il faut le comprendre, c'est logique, parce que notre réalité est une construction collective de l'ensemble de toutes nos consciences. Il n'y a pas que les consciences humaines, ni même animales, il y a aussi le niveau végétal, et on pourrait même aller encore plus loin. Notre univers réel, notre réalité, est une construction. Il est, si on fige à un moment donné toutes les consciences, parfaitement physique, parfaitement déterminé dans l'avenir, parfaitement déterministe, mais la conscience sert justement à changer le collectif. Et pour changer le collectif, il faut bien que ces changements se produisent dans le futur et non pas instantanément dans le présent, sinon ce serait le bordel. Voilà. Il faut bien conserver la cohérence. Et la cohérence de l'ensemble de tous. Tout se passe comme si nous étions tous la même conscience, une fenêtre de la même conscience, et donc il est nécessaire qu'il y ait une cohérence d'ensemble pour assurer tous ces changements. Et donc là, je vais essayer de vous visualiser la chose. Et donc j'ai un ami qui s'appelle Gabriel Uribe qui s'est amusé qui s'est proposé pour me faire certaines illustrations qui est dans la salle, qui s'est proposé pour me faire certaines illustrations que j'utilise dans mes conférences, et il m'a fait une animation que je vais vous montrer maintenant. On va faire une petite manip, mais en attendant, je vais vous expliquer ce que vous allez voir. Vous allez voir le temps qui passe
et qui traverse 3 périodes pour chacun d'entre nous. J'ai choisi un exemple où il n'y a pas nécessairement pas de synchronicité, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que pendant une semaine, pendant un mois, nous allons travailler par exemple, et puis pendant une semaine ou un mois, nous allons prendre des vacances et après nous retournons au travail. Est-ce qu'on peut profiter de ces vacances pour changer quelque chose dans notre état de conscience? Alors je vais vous montrer que c'est des choses qui peuvent se faire pendant les vacances. Et là, dans l'exemple que je vais vous montrer, vous voyez au milieu, dans cette période de vacances, il y a trois boucles en fait qui correspondent à 3 bifurcations, c'est-à-dire que dans ce que vous allez voir, au début des vacances, la personne va avoir une occasion, une opportunité qu'elle va saisir, mais elle ne va pas la conserver. En fait, elle n'est pas encore mûre, et à la deuxième... Et donc cette opportunité va disparaître. On va dire qu'elle aura un peu rêvé ou elle n'aura pas intégré la leçon. Et puis elle va avoir une deuxième opportunité, et là, ça y est, ça va s'éclairer. Elle va avoir un changement d'état de conscience. Et d'un seul coup, elle aura l'impression que sa vie change. Même si elle est obligée de retourner travailler, elle a compris quelque chose de très important. Et puis le temps va passer, et comme c'est encore fragile, ça va faire mine de disparaître. Et puis il y avoir une troisième occasion où elle va confirmer sa nouvel état de conscience et le changement qui a eu lieu dans sa tête. Et à ce moment-là, elle va aborder sa période de travail avec un nouvel état d'esprit qui va faire que dans le futur, elle va réagir de manière totalement différente à chaque nouvelle opportunité. C'est-à-dire qu'elle aura changé son futur, non pas dans sa vie matérielle, mais dans sa vie psychique, et ce qui se traduira, mais là j'en parle pas, après par un changement dans sa vie matérielle. Donc on va essayer de mettre cette animation. Et voilà, et la personne, elle aborde son travail dans un nouvel état d'esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Tout se passe comme si la personne avait changé d'univers. C'est-à-dire qu'en fait, nous vivons dans un multivers, et la physique veut que lorsque nous changeons quelque chose dans notre futur, alors c'est qu'il y a eu un changement qui s'est produit dans le passé. Vous voulez que je vous la repasse? Là, vous voyez toutes les possibilités de parcours durant la période de vacances, c'est-à-dire qu'on peut faire un tas de choses qui sont imprévues. L'univers ne sait pas d'avance. Et vous voyez qu'au moment où elle va saisir cette opportunité
stable, le passé va changer en même temps que le futur. Alors c'est pas un problème que le passé change en même temps que le futur. Je ne pouvais pas représenter le fait que le passé ne change pas en réalité, ou disons très peu. Ça peut se traduire simplement par la modification d'un gène. Le fait que le passé change peut se traduire simplement par la modification d'un seul gène. C'est-à-dire que, pour ceux qui croient dans la réincarnation, et même sans y croire, la vie que laisse cette personne à sa mort, lorsqu'elle va être balayée par une nouvelle conscience, ce sera bien la vie que le prédécesseur a réalisée, de manière à ce qu'elle ne recommence pas tout à zéro. Et c'est ainsi qu'évolue l'univers. Bon, on va passer à la suite. Alors, pour mieux comprendre cette affaire, voilà comment les choses se passent. Notre réalité, elle est composée, en fait, non pas de matière, mais de potentialité, de probabilité. Et on sait aujourd'hui que tout ce qui arrive peut être modélisé par la physique de deux manières différentes. On a soit les informations physiques, c'est-à-dire observables, soit les informations quantiques, c'est-à-dire non observées, où là tout est possible. Et dans les deux cas, ce que la physique nous apprend, c'est que ces informations ont une densité d'informations limitée. C'est-à-dire que la réalité physique telle qu'on la conçoit, n'oubliez pas que c'est une réalité illusoire qui part d'un champ d'information fini. Cette réalité physique, elle a une limite de densité. Une densité très forte, mais qui est fixée par ce qu'on appelle le principe d'indétermination de d'Heisenberg. Et lorsqu'on parle maintenant d'informations quantiques, qui ne sont pas encore observées, on parle d'informations cette fois-ci qui ont une densité beaucoup plus faible. C'est-à-dire que on a ce qu'on appelle la fonction d'onde ou les états superposés. Vous avez des particules qui sont partout à la fois, ou qui ont des trajectoires multiples simultanément. Vous pouvez avoir des rayons lumineux qui ont franchi 3 milliards d'années-lumière pour arriver jusqu'à nous, et leur état n'est pas encore déterminé, et c'est l'observateur, lorsque le rayon lumineux a atteint sa rétine et qu'il s'est perçu par la conscience, qui va réduire l'état quantique, et qui va faire que le passé de ce rayon lumineux est déterminé à ce moment-là, au moment où la personne l'observe. Vous allez vous dire, mais il nous raconte n'importe quoi. Je vous raconte ce que plusieurs physiciens très respectés vous racontent maintenant, mais je ne vais pas vous faire un cours de mécanique quantique, c'est aujourd'hui quelque chose qui est acquis. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne vivons pas dans une réalité faite de matière ou de trajectoires qui sont bien déterminées. Nous vivons dans une réalité qui est faite de trajectoires superposées. Mais ces trajectoires superposées, elles peuvent être denses ou elles peuvent être non denses. Tout à l'heure, je vous ai montré, avec l'histoire des vacances et du travail, notre vie en période de travail est plus dense qu'en période dense. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'on a très peu de liberté, c'est-à-dire que toutes nos possibilités vont se concentrer sur les mêmes choses. Voilà. Et comment se passe le changement du futur? Le changement du futur, il se passe de la manière suivante, c'est-à-dire qu'au temps T1, dans le futur, vous avez par exemple la trajectoire bleue du haut, et au temps T2, instantanément, votre futur bascule, et vous avez la trajectoire T2. Ce que Gabriel m'a représenté par le dessin ci-dessous, un petit peu plus joli. Et donc, il faut considérer qu'à tout moment, on a coexistence d'une ligne de forte densité qui bouge à l'intérieur d'un champ de faible densité. C'est-à-dire que la réalité est faite de densités d'informations qui se superposent. Je vais préciser cette affaire. Pourquoi différents niveaux de densité? Donc,
je reconnais que c'est pas facile à comprendre, même moi je le visualise de manière abstraite. J'aimerais bien trouver le moyen de visualiser ça de manière plus concrète. Imaginez une ligne de forte densité qui relie le point A au point B, c'est-à-dire parfaitement déterminée. Si vous zoomez sur toutes les possibilités que vous avez de réaliser ce programme, il apparaît une zone de faible densité. Et on peut considérer que, alors voilà, maintenant j'introduis un facteur très important. On a vu que la conscience n'était pas quelque chose de matériel, puisqu'elle fait partie, en tout cas, elle n'est pas que matérielle, puisqu'elle fait partie du vide quantique. Elle correspond aux informations du vide qui nous permettent de bouger l'espace-temps. Et la conscience, ça correspond à la mémoire. Je ne vais pas dire conscience égale mémoire, mais on y est presque. On ne peut pas avoir de conscience sans mémoire et on ne peut pas avoir de mémoire sans conscience. De là à mettre un signe égal, c'est un peu fort de café, mais ça nous ressemble. Or, la mémoire n'est pas dans le cerveau. Alors pourquoi la mémoire n'est pas dans le cerveau? Une partie de la mémoire est dans le cerveau. Dans mon expérience en intelligence artificielle, j'ai été amené à développer des cerveaux artificiels à l'aide de ce qu'on appelle des réseaux de neurones dynamiques. Ces réseaux de neurones, ce sont des couches de neurones mathématiques qu'on relie à des synapses, etc., etc. Enfin, je pense que vous savez à peu près tous comment un cerveau fonctionne. Enfin, bon, vous avez dû un peu lire dans la littérature. Vous avez, chaque neurone peut être relié par énormément de synapses à d'autres neurones, et les neurones sont organisés dans le cerveau par couches de densité différentes. D'accord? J'ai fabriqué des systèmes comme ça à 3 couches, à 2 couches et à 3 couches. Et qu'est-ce que je faisais? J'utilisais une caméra, je lui demandais d'apprendre un objet complexe du décor, elle apprenait cet objet. Apparemment, cet objet était mémorisé dans mon cerveau. En tout cas, il était reconnu. Et lorsqu'il y avait reconnaissance, j'allais chercher l'image de cet objet sur mon disque dur. Et j'avais comme ça une banque d'objets, etc., que je pouvais parfaitement reconnaître. Un jour, je me suis dit, mais comment est-ce que fait le cerveau pour mémoriser cette information? Et je suis allé chercher, en plus en sachant d'avance où se trouvait l'information correspondant à l'image que le cerveau avait appris, je suis allé chercher dans le cerveau, dans les poids synaptiques, au niveau de ce qu'on appelle les poids. J'ai essayé de reconstituer l'image, je ne suis jamais arrivé, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est à reconstituer une sorte de brouillard spectral qui ne peut absolument pas redonner l'accès à l'information réelle. C'est-à-dire que ce que nous voyons, l'image que nous voyons et que apparemment nous mémorisons, elle ne peut pas être mémorisée, selon moi, selon mon expérience, elle ne peut pas être mémorisée dans le cerveau matériel. Selon mon expérience, elle ne peut être mémorisée que par ce qu'on appelle la conscience et qui se trouve dans le vide. C'est ce qui m'a convaincu du fait que le vide est forcément structuré. D'ailleurs, comment voulez-vous que le vide soit un brouillard ce qu'on appelle, Carlo Rovelli, le fameux physicien, appelle ça un pullulement de quanta probabilistes qui ont des positions qui sont dues au hasard. Et donc, le monde serait gouverné par le hasard pour un facteur de 1 sur 10 puissance 120, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que 1 sur 10 puissance 120 informations qui seraient gouvernées par la causalité. C'est complètement délirant. Il y a bel et bien de la causalité dans le vide. Et donc, il y a bel et bien le vide est bel et bien structuré, il y a bel et bien de la mémoire. Et en plus, on a besoin, pour héberger le multivers, c'est-à-dire que tout le champ de toutes les possibilités, de toutes les vies que vous pouvez avoir, il est facile de faire le calcul, on ne va pas le faire, ce serait trop long, de voir qu'une seule personne, pour héberger toutes les possibilités de vie d'une seule personne, aurait besoin d'une quantité de mémoire qui dépasserait la taille mémoire du vide pour une seule personne. Donc, il n'est pas possible que le multivers existe, que le vide soit structuré sous forme de tous les possibles. Il est obligatoirement organisé. Et comment l'organiser? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a vu que la réalité est faite de lignes temporelles de densité qui se trouvent à l'intérieur de lignes temporelles de plus faible densité. Eh bien, si elle-même se trouve à l'intérieur de lignes temporelles d'encore plus faible densité, ça marche. On arrive à héberger tous les potentiels dans le vide. Et comment
est-ce qu'on fait à ce moment-là pour gérer cette situation au niveau des dimensions? Eh bien, on sait que le vide est composé de 6 dimensions supplémentaires. Je dis on sait. On a de très bonnes raisons. Moi, je m'en suis fait une conviction, mais on a de bonnes raisons, de très bonnes raisons de penser que le vide est constitué de 6 dimensions supplémentaires. Or, comme j'identifie la conscience à l'espace, c'est-à-dire que la conscience, elle a les 3 dimensions qui nous permettent d'observer la réalité, on a donc 2 autres couches possibles, 2 autres densités pour la conscience que j'appelle la densité de la conscience ou du moi et la densité du subconscient ou du soi.